Mon fils m'avait interdit de descendre à sa cave. Les fleurs de l'enterrement se fanaient à peine sur sa tombe quand j'ai finalement utilisé ce double des clés. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier. Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. La clé en laiton semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû dans mes doigts usés par le temps, en cette matinée d'octobre. Je me tenais devant le magnifique appartement haussmannien de Julien dans le 16e arrondissement de Paris, regardant les feuilles d'automne danser sur le trottoir comme les fantômes de jours meilleurs. L'immeuble se dressait devant moi, 5 étages de pierre de taille et de secrets qu'il m'avait été défendu de découvrir. Mon souffle formait de petits nuages dans l'air vif, tandis que je tâtonnais avec la serrure, mes mains tremblant non pas à cause du froid, mais à cause de 68 années de chagrins accumulés. L'odeur de son appartement m'a frappée immédiatement. Ce mélange de parfums de luxe et de peintures fraîches qui m'avait toujours donné l'impression d'être une intruse dans la vie de mon propre fils. Le parquet en point de Hongrie brillait sous la lumière du matin qui filtrait par ses hautes fenêtres, qu'il avait mis une fortune à rénover. Tout était impeccable, calculé, froid, tout comme Julien l'était devenu au cours de ces dernières années. Je me souviens de la dernière fois que je me suis tenue dans cette entrée. C'était 3 mois avant sa crise cardiaque soudaine, et je portais un plat à gratin rempli de son hachis parmentier préféré, la même recette que je faisais depuis 30 ans. Il m'avait regardé avec ses yeux distants et avait dit « Maman, j'apprécie, mais Sophie suit un nouveau régime. On ne peut plus vraiment manger ce genre de choses. » Le plat m'avait semblé peser 1 tonne dans mes bras, alors que je retournais à mon petit appartement du 13e arrondissement, le trajet en métro s'étirant à l'infini, tandis que je me demandais à quel moment précis j'étais devenu un inconvénient pour mon propre enfant. Mais cette porte de cave, cette barrière en bois blanc au bout du couloir, avait toujours été le rappel le plus douloureux de la distance qui s'était creusée entre nous. C'est juste un débarras, maman. Rien d'intéressant là-dedans. Sa voix avait été tranchante ce jour-là, lorsque j'avais innocemment posé la question, plus tranchante que je ne l'avais jamais entendu parler à Sophie ou aux enfants. Certains espaces sont privés, tu sais. Ces mots m'avaient blessé plus profondément que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Maintenant, debout dans le silence de son appartement vide, cette porte semblait vibrer de possibilités. Que m'avait-il caché? Quel secret gisait sous le plancher de notre relation que j'avais eu trop peur de découvrir de son vivant? J'ai d'abord traversé le salon, touchant les surfaces qu'il avait touchées quelques semaines auparavant. Sa tasse à café était encore posée sur le comptoir en granit de la cuisine. Une de ces tasses de designer avec un logo d'entreprise que je ne reconnaissais pas. Le réfrigérateur bourdonnait avec une efficacité que mon vieil appareil du 13e ne pourrait jamais égaler. Tout dans cet appartement parlait de succès, d'une vie soigneusement organisée et entretenue. Tout, sauf le trou en forme de mer dans les photos de famille alignées sur le marbre de la cheminée. Avez-vous déjà remarqué comment on peut disparaître de la vie de quelqu'un tout en étant encore en vie? J'étais devenue une note de bas de page dans l'histoire de Julien, reléguée aux appels téléphoniques pour les fêtes et aux chèques d'anniversaire qui étaient encaissés sans un mot de remerciement. Les photos disaient la vérité que j'évitais depuis des années. Des photos de vacances avec les parents de Sophie, des remises de diplômes, où des étrangers avaient pris les sièges que j'aurais dû occuper, des matins de Noël où mon absence était devenue aussi naturelle que les guirlandes du sapin. La clé de la cave était accrochée à un petit crochet près de la porte de la cuisine, étiquetée simplement C d'une écriture précise de Julien. En la prenant, mon esprit est revenu au sacrifice qui avait rebâti cet empire d'indifférence. Je me suis souvenu des doubles services au bistrot Le Relais des Routiers, près de la porte d'Orléans, mes pieds enflés dans ces chaussures blanches bon marché, alors que je servais d'innombrables cafés aux routiers et aux travailleurs de nuit. Chaque euro que j'avais économisé était allé à l'avenir de Julien. Les frais de scolarité d'une école privée quand les écoles publiques n'étaient pas assez bien, les frais d'inscription aux grandes écoles, cette première voiture qui lui donnerait son indépendance. « Tu n'es pas obligée de faire ça, maman », avait-il dit quand je lui avais tendu les clés de cette Renault Clio d'occasion, pour laquelle j'avais économisé pendant 6 mois. Mais ses yeux s'étaient illuminés de possibilités,
et j'avais eu l'impression de lui offrir le monde. C'était il y a 25 ans, à l'époque où mes sacrifices comptaient encore pour lui. J'ai descendu lentement les escaliers de la cave, chaque marche grinçant sous mon poids comme un compte à rebours avant la révélation. L'air est devenu plus frais, plus humide, rempli de l'odeur du vieux bois et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. Quand j'ai atteint le bas et trouvé l'interrupteur, rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu. Les murs étaient couverts de photographies, des centaines. Mais ce n'étaient pas des souvenirs de famille ou des clichés de vacances. C'étaient des photos de surveillance, des photos de moi, prises à mon insu au fil des ans. Moi, marchant vers le supermarché sur l'avenue d'Italie. Moi, assise seule sur le banc devant mon immeuble. Moi, en larmes dans le métro après l'une de nos conversations téléphoniques particulièrement pénibles. Chaque image était datée et organisée avec la précision méthodique de quelqu'un qui constitue un dossier. Mes genoux ont failli flancher alors que je m'approchais pour les examiner. J'étais là, capturée dans des moments que je croyais privés, vulnérables, solitaires. Sur une photo, je comptais clairement des billets à la table de ma cuisine, de l'argent que j'avais économisé pour l'aider avec son prêt immobilier quand il avait perdu son emploi précédent. Sur une autre, j'étais devant son immeuble le Noël dernier, tenant des cadeaux que j'avais finalement laissés sur son paillasson parce que personne n'avait répondu malgré les voitures garées en bas. Mais c'est le mur de documents qui m'a vraiment glacé le sang. Des relevés bancaires montrant les virements que j'avais faits sur ses comptes au fil des ans. Des copies de chèques que j'avais rédigés pour les fournitures scolaires de ses enfants, pour des réparations de voitures, pour des factures médicales qu'il prétendait que la mutuelle ne couvrait pas. Et là, dans un dossier cartonné intitulé « Contribution financière », maman se trouvait un tableur calculant le montant exact que je lui avais donné en 20 ans, 135 000 €. À côté de ce dossier, il y en avait un autre intitulé « Portefeuille d'investissement ». Mes mains tremblaient en l'ouvrant pour trouver des documents montrant la véritable situation financière de Julien, des options sur actions valant des millions, un portefeuille de crypto-monnaies qui avait accumulé une richesse substantielle, des investissements immobiliers dans 3 régions différentes. Ce n'était pas un fils en difficulté, acceptant l'aide de sa mère dévouée. C'était un homme riche exploitant systématiquement la femme qui lui avait tout donné. La découverte la plus cruelle fut une série d'emails imprimés entre Julien et Sophie, datant de 5 ans. « Elle devient trop collante », avait-il écrit. « Nous devons établir de meilleures limites. » Sophie avait répondu « Peut-être que si nous sommes moins disponibles, elle comprendra le message. » Leur conversation se poursuivait en planifiant comment limiter mes visites, comment décourager mes appels, comment me faire sentir mal à l'aise sans techniquement me couper complètement les ponts. La phrase qui me hantait le plus était le commentaire final de Julien. Elle est une source de fonds d'urgence fiable, mais on ne peut pas la laisser croire qu'elle fait vraiment partie de notre quotidien. Je me suis effondrée sur une vieille chaise qui avait autrefois trôné dans ma cuisine, reconnaissant le tissu usé qui m'avait autrefois réconfortée dans ma propre maison. Comment avait-elle fini ici, dans ce musée de la manipulation? Assise au milieu des preuves de la trahison de mon fils, les souvenirs sont revenus avec une clarté douloureuse. Chaque dîner annulé, chaque appel téléphonique expédié, chaque excuse d'être trop occupé, ce n'étaient pas les affres naturelles d'un enfant adulte établissant son indépendance. C'étaient des manœuvres calculées pour me maintenir à la distance parfaite pour être utile, mais pas encombrante. Le pire, ce n'était pas l'argent. L'argent pouvait être remplacé, pardonné, oublié. Le pire, c'était de comprendre que mon amour avait été redéfini comme un inconvénient, mon dévouement réduit à une ligne dans un budget. J'ai pensé à toutes ces nuits, où je suis restée éveillée à me demander ce que j'avais fait de mal, comment je pouvais être une meilleure mère, quel changement je devais faire pour regagner l'affection de mon fils. Je n'avais jamais soupçonné que le problème n'était pas mon inadéquation. C'était mon abondance d'amour dans une relation conçue pour l'exploiter. Mais il y avait plus. Un tiroir caché dans un vieux bureau a révélé des documents qui rendaient la trahison financière presque mineure. Julien avait imité ma signature sur des documents légaux pendant des années. Des titres de propriété, des bénéficiaires d'assurance-vie, même mon testament avait été modifié à mon insu. Selon ces papiers, tout ce que je possédais lui reviendrait directement,
contournant les dons caritatifs que j'avais spécifiquement demandés. Mes dernières volontés avaient été réécrites pour servir sa convenance. Parmi ces papiers se trouvait une lettre que je n'avais jamais vue, datée de 6 mois seulement avant sa mort. Elle était adressée à un avocat, discutant de la possibilité de me faire déclarer mentalement incompétente. Ma mère devient de plus en plus difficile à gérer, avait-il écrit. Ces exigences émotionnelles affectent la stabilité de ma famille. Je pense qu'il est peut-être temps d'envisager des options de mise sous tutelle. La lettre incluait une liste de mes prétendus comportements préoccupants. Appeler trop fréquemment, se présenter à l'improviste, faire des demandes financières déraisonnables. Chaque point de la liste était soit fabriqué, soit déformé au-delà de toute reconnaissance. Je suis restée assise dans cette cave, entourée des preuves d'une trahison si complète, si systématique, qu'elle redéfinissait tout ce que je pensais savoir de ma propre vie. Le fils que j'avais élevé, protégé et soutenu, avait documenté chacun de mes mouvements, manipulé chacune de mes émotions et prévoyait de contrôler finalement chacune de mes décisions. Dans son esprit, je n'étais pas sa mère. J'étais une ressource à gérer jusqu'à ce que je ne sois plus utile. Les photographies sur les murs semblaient maintenant se moquer de moi. Voici ma vie réduite à des images de surveillance, mon amour transformé en preuve d'instabilité. J'ai trouvé des photos de moi parlant à des voisins, étiquetées « contacts sociaux inappropriés ». Des images de moi jardinant sur mon petit balcon étaient marquées « signe de comportement obsessionnel ». Même une photo de moi nourrissant les pigeons au parc avait été annotée avec attachement irrationnel aux animaux. Mes activités humaines quotidiennes avaient été pathologisées, cataloguées et préparées pour être utilisées contre moi. En remontant ces escaliers de la cave, chaque pas me donnait l'impression de sortir d'une tombe dans laquelle je ne savais pas avoir été enterrée. L'appartement au-dessus semblait différent maintenant, pas seulement froid et inhospitalier, mais activement hostile. Ce n'était pas une maison où je n'avais jamais vraiment eu ma place. C'était une forteresse construite spécifiquement pour me tenir à l'écart, tout en gardant mes ressources accessibles. J'ai traversé le salon de Julien une dernière fois, voyant tout avec un regard neuf. Cette machine à café de luxe, achetée avec l'argent que je lui avais donné pour des frais médicaux d'urgence. Les œuvres d'art sur les murs, achetées pendant une période financière difficile où j'avais cosigné un prêt. Même l'horloge comptoise qui sonnait chaque heure avait été financée par mon épargne retraite, donnée pendant ce qu'il avait décrit comme un problème de trésorerie temporaire. Les photos de famille qui m'avaient exclue n'étaient pas de simples oublis. C'étaient des effacements délibérés, des preuves soigneusement construites d'une vie qui avait évolué au-delà du besoin de moi. Je comprenais maintenant que mon absence de ces images n'était pas accidentelle, elle était aspirationnelle. Julien s'était entraîné pour un avenir où je n'existerais qu'en tant que ressource financière, pas en tant que personne digne d'être incluse dans son bonheur. Quand j'ai finalement quitté son appartement ce jour-là, je n'ai pas verrouillé la porte derrière moi. Laissons quelqu'un d'autre se soucier de ses systèmes de sécurité et de ses biens de valeur. J'ai marché jusqu'au métro avec une étrange sensation de légèreté, comme si j'avais enfin déposé un fardeau que je ne réalisais pas que je portais. Le trajet en métro pour retourner dans le 13e ne m'avait jamais semblé un tel voyage vers la liberté. Ce soir-là, j'ai appelé Hélène, l'enseignante à la retraite de mon palier, qui était devenue mon amie la plus proche au cours de la dernière année. Hélène était tout ce que Julien n'était pas. Présente, authentique, intéressée par mes pensées et mes sentiments sans calculer leur valeur pour elle. Quand je lui ai raconté ce que j'avais découvert, elle n'a pas exprimé de choc ni offert de platitude vide. Elle a simplement dit « Maintenant tu connais la vérité. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que j'allais en faire ?» Pendant 68 ans, je m'étais définie à travers mes relations avec les autres, en particulier mon fils. J'avais mesuré ma valeur à la quantité que je pouvais donner, sacrifier, endurer sans craquer. Mais assise dans mon petit appartement ce soir-là, entourée des humbles possessions que Julien avait jugées inadéquates, j'ai commencé à voir des possibilités là où il n'y avait eu autrefois que de l'obligation. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis préparé un petit déjeuner juste pour moi. Pas une tasse de café rapide avalée en m'inquiétant des problèmes de Julien, mais un vrai petit déjeuner. Des œufs brouillés lentement, des tartines beurrées avec soin,
Du jus d'orange dans un verre plutôt qu'à la bouteille. Je me suis assise à ma petite table de cuisine et j'ai savouré chaque bouchée, m'émerveillant de la différence de goût que la nourriture pouvait avoir quand on ne la mangeait pas avec l'inquiétude comme assaisonnement. Puis j'ai appelé la banque. « Je voudrais parler à quelqu'un de mes comptes », ai-je dit, ma voix plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La conversation qui a suivi a été une révélation. Oui, je pouvais fermer le compte joint auquel Julien avait accès. Oui, je pouvais le retirer comme bénéficiaire de mes fonds de retraite. Oui, je pouvais modifier les virements automatiques qui lui envoyaient 300 € chaque mois pour des urgences domestiques qui, je le comprenais maintenant, n'avaient jamais existé. La directrice de la banque, une femme aimable nommée Marie, n'a pas semblé surprise par ma demande. « Nous voyons cela plus souvent que vous ne le pensez, Madame Dubois », a-t-elle dit doucement. Les enfants adultes qui sont devenus financièrement dépendants perdent parfois de vue les limites appropriées. Elle m'a tendu des papiers qui restaureraient mon indépendance financière, chaque signature ressemblant à un petit acte de résurrection. Mais la véritable transformation a commencé lorsque j'ai visité la tombe de Julien pour la première fois depuis l'enterrement. Je l'avais évité, en partie par chagrin, mais surtout à cause de cette culpabilité familière qui avait contrôlé une si grande partie de ma vie. Debout là, près de sa pierre tombale, je m'attendais à ressentir de la tristesse, de la colère ou de la perte. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La clarté. Je t'ai aimé, ai-je dit à haute voix, sans me soucier de qui pourrait entendre. Je t'ai aimé de tout mon être, et tu as utilisé cet amour contre moi. Mais je suis toujours là, et je suis toujours capable d'aimer. Il faut juste que j'apprenne à m'aimer avec le même dévouement que je t'ai donné. Les mots m'ont paru étrangers au début, comme si je parlais une langue que j'avais oublié comment utiliser. Mais alors que l'automne cédait la place à l'hiver, j'ai commencé à pratiquer ce nouveau vocabulaire de l'estime de soi. J'ai commencé à dire non aux demandes qui n'étaient pas en accord avec mon bien-être. J'ai commencé à faire des projets centrés sur mon bonheur plutôt que sur les besoins des autres. Plus important encore, j'ai cessé d'attendre des appels téléphoniques, des visites et des validations qui m'avaient été systématiquement refusées. Hélène m'a présenté à un groupe de parole pour personnes âgées ayant subi des abus financiers ou émotionnels de la part de membres de leur famille. J'avais toujours pensé que les abus étaient quelque chose qui arrivait aux autres, mais assise dans ce cercle de chaises pliantes dans un centre social de l'avenue de Choisy, j'ai reconnu mon histoire dans la leur. Il y avait Marguerite, dont la fille avait volé son identité pour ouvrir des cartes de crédit. Il y avait Franck, dont le fils avait emménagé pour aider avec les dépenses et avait ensuite systématiquement pris le contrôle de ses finances. Il y avait Rose, dont les petits-enfants avaient été utilisés comme levier émotionnel pour extorquer de l'argent et de la soumission. Le plus difficile, a dit Marguerite lors d'une séance, c'est de réaliser que la personne qui vous a fait du mal est quelqu'un que vous avez élevé pour être meilleur. Le groupe a acquiescé avec la sagesse qui vient de la douleur partagée. Mais il y avait autre chose dans cette pièce, l'espoir. Ce n'étaient pas des personnes brisées. C'étaient des personnes qui avaient été pliées par les circonstances, mais qui apprenaient à se redresser. Grâce au groupe, j'ai découvert les ressources juridiques disponibles pour les aînés exploités par des membres de leur famille. J'ai découvert que l'abus financier des personnes âgées était un crime, pas seulement un dysfonctionnement familial. J'ai découvert que j'avais des droits, des options, des recours dont je n'avais jamais connu l'existence. Plus important encore, j'ai appris que je n'étais pas seule dans cette expérience qui m'avait semblé si personnellement honteuse. L'hiver dans le 13e avait toujours été difficile pour moi. Les jours courts et les longues nuits semblaient conçus pour amplifier la solitude. Mais cet hiver était différent. J'ai commencé à suivre des cours du soir à l'université populaire, poterie le mardi, aquarelle le jeudi. Mes doigts, raidis par l'arthrite, se sont lentement souvenus comment créer au lieu de simplement servir. L'argile était indulgente alors que je la façonnais, et la peinture coulait avec des possibilités que j'avais oubliées. Au cours de poterie, j'ai rencontré Pierre, un veuf septuagénaire qui avait perdu sa femme 2 ans plus tôt. Nous nous sommes liés par notre inexpérience mutuelle avec le tour de potier et notre appréciation partagée des secondes chances. Je pensais que ma vie était finie quand Éléonore est morte,
m'a-t-il dit un soir alors que nous nous nettoyions les mains de l'argile. Il s'est avéré que j'étais juste prêt pour un nouveau chapitre que je n'avais jamais prévu d'écrire. Pierre n'avait besoin de rien de moi, sauf de la compagnie et de la conversation. Nous avons parlé de livres, de films, de lieux que nous avions visités ou espérions visiter. Il ne m'a jamais demandé d'argent, n'a jamais eu besoin d'un travail émotionnel que je ne pouvais pas donner librement, ne m'a jamais fait sentir que ma valeur était liée à mon utilité. Ce fut une révélation de découvrir ce que les relations pouvaient être lorsqu'elles n'étaient pas bâties sur l'exploitation déguisée en obligation familiale. Le printemps est arrivé tôt cette année-là, et avec lui un contact inattendu de Sophie. Elle a appelé un mardi soir, sa voix prudente et contrôlée. « J'ai pensé à toi », a-t-elle dit. « Les enfants demandent parfois de tes nouvelles. » J'ai écouté ces mots, entendant à la fois l'émotion sincère et la manipulation subtile entremêlées. Elle tâtait le terrain, voyant si le deuil de Julien avait pu restaurer ma volonté d'être exploitée. « J'ai trouvé des affaires de Julien », ai-je dit prudemment. « Des documents et des photographies. Nous devrions probablement en parler. » Le silence à l'autre bout du fil a confirmé ce que je soupçonnais. Elle était au courant d'au moins une partie des activités de Julien. Quand elle a finalement repris la parole, sa voix avait perdu sa chaleur étudiée. « Peut-être qu'il vaut mieux qu'on prenne nos distances pendant un certain temps ?» a-t-elle dit. « Les enfants sont encore en train de faire leur deuil. » C'était une menace déguisée en considération. Une façon de m'éloigner de mes petits-enfants à moins que je n'accepte de prétendre n'avoir jamais découvert la vérité. Peut-être bien, ai-je convenu, nous surprenant toutes les deux. Pour la première fois dans notre relation, je ne me battais pas pour avoir accès à mes petits-enfants, ou ne suppliais pas pour être incluse dans les événements familiaux. Je choisissais ma propre paix plutôt que leur acceptation conditionnelle. Cette conversation a marqué un tournant. Au lieu de dépenser mon énergie à essayer de réparer des relations conçues pour me nuire, je me suis concentrée sur la construction de nouvelles relations basées sur le respect mutuel. Hélène et moi avons commencé à faire des excursions d'une journée ensemble, au musée d'Orsay, au jardin du Luxembourg, même à un cours de dégustation de vin qui nous a fait rire comme des adolescentes. Avec Pierre, j'ai exploré des quartiers de la ville où j'avais vécu pendant des décennies, mais que je n'avais jamais vraiment vu. Nous nous sommes promenés dans le parc des Buttes-Chaumont, avons visité des galeries d'art dans le Marais, avons assisté à des concerts gratuits. Les changements financiers que j'avais faits m'ont permis d'investir dans des expériences plutôt que dans les problèmes des autres pour la première fois depuis des années. J'ai rafraîchi mon appartement avec de la peinture fraîche et des meubles confortables. J'ai acheté des vêtements qui me faisaient sentir séduisante au lieu d'invisible. J'ai commencé à aller régulièrement chez le coiffeur, plutôt que de me couper les cheveux moi-même dans le miroir de la salle de bain. Ce n'étaient pas des actes de vanité, c'étaient des actes de reconnaissance de soi. La reconnaissance que je méritais des soins et de l'attention, surtout de ma part. Mais le changement le plus significatif était interne. J'ai arrêté de vérifier constamment mon téléphone, espérant des appels qui ne viendraient pas. J'ai arrêté de planifier mes journées autour des urgences des autres. J'ai arrêté de me sentir coupable d'avoir des limites, de dire non, de prioriser mon propre bien-être. Le critique dans ma tête qui avait toujours trouvé à redire à mes choix a commencé à se taire, remplacé par une voix curieuse de mes possibilités au lieu d'être critique de mes échecs. L'été a apporté une opportunité que je n'aurais jamais envisagée auparavant. Pierre a mentionné qu'il avait toujours voulu visiter l'Irlande, et presque sans réfléchir, j'ai dit « Allons-y ». Les mots m'ont surprise autant qu'ils l'ont surpris. J'avais passé tant d'années à économiser pour les rêves des autres que j'avais oublié que j'avais le droit d'avoir les miens. Planifier ce voyage a été une leçon de gratification différée, trouvant enfin sa récompense. J'ai fait des recherches sur les hôtels, tracé des itinéraires. Je me suis imaginé marchant dans des paysages que je n'avais vus qu'en photo. Pour la première fois depuis des décennies, je dépensais de l'argent pour quelque chose purement pour la joie que cela m'apporterait. Il n'y avait personne à qui justifier la dépense, personne qui devait approuver mes choix, personne qui pouvait me faire sentir égoïste de vouloir voir le monde. Le voyage lui-même a été magique d'une manière qui n'avait rien à voir avec les beaux paysages ou les charmants villages. Il a été magique parce que je l'ai vécu sans l'anxiété constante qui avait assombri une si grande partie de ma vie. Je ne m'inquiétais pas de manquer des appels importants ou d'être nécessaire pour des urgences.
Je ne me sentais pas coupable de m'amuser pendant que quelqu'un d'autre pourrait être en difficulté. J'étais simplement présente à chaque instant, capable d'apprécier la beauté et la nouveauté sans le filtre de l'obligation. Pierre et moi avons passé 10 jours à explorer l'Irlande ensemble, et quelque part entre les falaises de Moher et l'anneau du Kerry, j'ai réalisé que j'étais heureuse. Pas seulement contente, pas seulement en train de survivre, mais véritablement heureuse. À 70 ans, je vivais des émotions que je pensais réservées aux plus jeunes. J'étais excitée de me réveiller chaque matin, curieuse de ce que la journée pourrait apporter, reconnaissante de la liberté de choisir mes propres aventures. À notre retour à Paris, j'ai trouvé une lettre de Sophie qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Elle m'écrivait pour me dire qu'elle vendait l'appartement de Julien et se demandait si je voulais récupérer certaines de ses affaires. La question me semblait chargée de sous-entendus. Était-ce une opportunité de réconciliation ou une autre tentative de me ramener dans une dynamique qui s'était avérée toxique? J'ai visité l'appartement une dernière fois, mais pas pour réclamer des biens. Je suis allée à cette cave et j'ai systématiquement détruit chaque photographie, chaque document, chaque preuve de la campagne de surveillance et de contrôle de Julien. J'ai jeté les papiers dans un petit brasero sur sa terrasse, regardant 20 ans de manipulation se transformer en cendres. C'était comme un rituel de purification, une façon de me réapproprier le récit de ma propre vie. En m'éloignant de cet immeuble du 16e arrondissement, j'ai réalisé que je ne ressentais aucune nostalgie, aucun regret, aucun attachement persistant à la vie dont j'avais été exclue. Je ressentais du soulagement. L'enfant que j'avais élevé avec tant d'espoir et de dévouement était devenu quelqu'un que je n'aurais pas choisi comme ami. La loyauté que j'avais maintenue malgré des années de mauvais traitements n'avait pas été réciproque. Et enfin, cela ne me posait plus de problème. L'automne de ma 71e année est arrivé avec un sentiment de possibilité que je n'avais pas ressenti depuis ma jeunesse. Hélène et moi avions commencé à faire du bénévolat ensemble dans un centre d'alphabétisation, aidant les immigrés récents à apprendre le français. Le travail était gratifiant d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'obligation ou la culpabilité. J'étais utile par choix, appréciée sans manipulation, nécessaire dans un contexte qui me dynamisait plutôt que de m'épuiser. Pierre et moi planifions un autre voyage, cette fois dans le sud-ouest américain pour voir des endroits qui nous avaient toujours fait rêver. Nous ne nous précipitions vers rien, ni ne fuyions rien. Nous étions simplement deux personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre et avaient la liberté d'explorer ce plaisir où qu'il nous mène. Les fêtes de fin d'année cette année-là se sont déroulées sans l'anxiété traditionnelle. Je n'ai pas attendu d'invitations qui ne viendraient pas, ni planifié de gestes élaborés qui ne seraient pas appréciés. Au lieu de cela, j'ai organisé une petite réunion pour les amis qui étaient devenus une famille. Hélène, Pierre, quelques personnes de mon cours de poterie, des voisins qui avaient fait preuve de gentillesse quand on ne s'y attendait pas. Les rires dans mon appartement ce jour de Noël étaient sincères, spontanés, libres du courant sous-jacent de tension qui avait caractérisé tant de réunions de famille. Alors que l'hiver s'installait de nouveau sur Paris, je me suis retrouvée à réfléchir à l'année qui s'était écoulée depuis la mort de Julien et la découverte de sa trahison. La douleur était toujours là, mais elle s'était transformée de la douleur aiguë d'une blessure fraîche au lancinement sourd d'une vieille blessure en voie de guérison. Je ne passais plus de nuits blanches à me demander ce que j'aurais pu faire différemment. Je ne portais plus le poids de la responsabilité des choix de quelqu'un d'autre. Le changement le plus profond concernait ma vision de l'amour lui-même. J'avais passé tant d'années à croire que l'amour signifiait le sacrifice, que prendre soin exigeait de la souffrance, que le dévouement exigeait l'abnégation. J'avais confondu l'exploitation avec la loyauté, la manipulation avec l'affection, le contrôle avec l'inquiétude. Mais apprendre à m'aimer avec la même intensité que j'avais autrefois dirigée vers Julien m'avait appris qu'un amour sain enrichit les deux personnes impliquées. Il ne diminue pas une personne pour en élever une autre. Mes petits-enfants, maintenant de jeunes adultes, prenaient parfois contact via les réseaux sociaux. Leurs messages étaient hésitants, clairement incertains de la manière de combler le fossé que leur père avait créé et que leur mère entretenait. Je répondais avec chaleur, mais sans désespoir, leur faisant savoir que j'étais disponible sans les rendre responsables de mon bonheur. Certaines relations pouvaient être réparées, d'autres devaient être abandonnées.
J'étais enfin assez sage pour faire la différence. À l'anniversaire de la mort de Julien, j'ai visité sa tombe une dernière fois. J'ai apporté des fleurs, non par obligation, mais par l'amour sincère que j'avais autrefois ressenti pour l'enfant qu'il avait été avant de devenir l'homme qui pouvait espionner sa mère et documenter ses vulnérabilités. J'ai pleuré pour nous deux ce jour-là, pour le fils qui s'était égaré et pour la mère qui s'était perdue en essayant de le sauver. « Je te pardonne », ai-je dit à sa pierre tombale, le pensant pour la première fois, et je me pardonne à moi-même. Les mots ont emporté le dernier résidu de culpabilité que je retenais. J'étais enfin libérée de l'histoire qui m'avait définie pendant si longtemps, l'histoire de la mère inadéquate dont l'amour n'était jamais tout à fait suffisant. Debout là, dans le cimetière, entourée de preuves de vie pleinement vécues et complètement terminées, je me suis fait une promesse. Je ne gaspillerai pas le temps qu'il me restait à servir des gens qui ne pouvaient pas apprécier le cadeau de ma présence. Je ne m'excuserai pas de prendre de la place dans le monde. Je ne prétendrai pas avoir besoin de moins que ce que je méritais pour que les autres se sentent plus à l'aise de ne me donner que des miettes d'attention. Le trajet en métro pour rentrer ce jour-là m'a semblé un voyage vers le possible. La ville avait l'air différente depuis la fenêtre du métro, pas dure et indifférente, mais pleine d'histoires et d'opportunités que je n'avais jamais remarquées lorsque j'étais concentrée à essayer de gagner l'amour de quelqu'un incapable de le donner librement. Je faisais partie de cette vaste communauté diverse et compliquée de personnes cherchant comment vivre avec dignité et espoir, malgré les blessures que la vie avait infligées. Le printemps est revenu en avance, et avec lui, une autre invitation de Pierre. Pas pour un voyage cette fois, mais pour quelque chose qui m'aurait terrifiée à peine 2 ans plus tôt. Il m'a demandé si je voudrais emménager avec lui, non par désespoir ou commodité, mais par la joie que nous avions découverte en la compagnie de l'autre. La question m'a obligée à imaginer un avenir que je n'avais jamais osé envisager. Un avenir où j'étais appréciée non pour ce que je pouvais fournir, mais pour qui j'étais en tant que personne. J'aimerais bien, lui ai-je dit, me surprenant de la facilité avec laquelle les mots sont venus. J'avais 71 ans, et je tombais amoureuse. Non pas avec l'attachement désespéré et anxieux que j'avais autrefois confondu avec le dévouement, mais avec l'affection calme et sûre qui vient de la reconnaissance de quelqu'un qui voit et apprécie votre moi authentique. Nous avons trouvé un petit appartement ensemble près du canal Saint-Martin, un endroit qui nous appartenait à tous les deux de manière égale, où les besoins de personne ne dominaient l'espace. Nous l'avons meublé avec des choses que nous avons choisies ensemble. Préparer des repas que nous apprécions tous les deux, créer des routines qui honoraient nos préférences respectives. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais quelque part qui ressemblait à un foyer plutôt qu'à une station-service pour les urgences des autres. La vue de notre salon montrait la silhouette de Paris au loin, un rappel que même depuis notre quartier, même à 71 ans, l'horizon était plein de possibilités. Hélène venait souvent, amenant parfois des amis de son propre cercle social grandissant. Notre maison est devenue un lieu de rassemblement pour les gens qui appréciaient la connexion authentique plutôt que l'obligation manipulatrice. Je pense parfois à cette cave, ces murs couverts de photos de surveillance et de dossiers financiers, ce sanctuaire de l'exploitation déguisé en devoir familial. Mais je n'y pense plus avec horreur. J'y pense avec gratitude. Trouver ces preuves de la trahison de Julien m'avait libérée d'une condamnation à perpétuité que je m'étais imposée. Cela m'avait montré que l'échec de notre relation n'avait pas été seulement le mien, que l'amour que j'avais offert avait été réel même s'il n'avait pas été reçu avec l'honneur qu'il méritait. Le Julien que j'avais élevé et aimé avait existé, au moins pendant un certain temps. Le petit garçon qui me serrait fort dans ses bras quand je venais le chercher à l'école, qui me faisait des cartes pour la fête des mères avec du papier de couleur et de la colle d'écolier, qui me disait que j'étais la meilleure maman du monde, cet enfant avait été réel. L'homme qui m'avait espionné et avait documenté mes vulnérabilités avait été la même personne, mais il avait fait des choix qui l'avaient éloigné de l'amour que nous avions autrefois partagé. Je ne pouvais pas le sauver de ses choix, tout comme je ne pouvais pas regagner son affection par des degrés croissants d'autosacrifice. L'amour n'est pas une transaction, bien qu'il m'ait fallu 7 décennies pour vraiment comprendre cette vérité. L'amour donné librement et reçu avec gratitude crée l'abondance. L'amour exigé et fourni à contre-cœur ne crée que du ressentiment et de l'épuisement.
Maintenant, à 72 ans, je me réveille chaque matin dans une maison où je suis désirée, pas nécessaire. Je planifie des journées qui me dynamisent plutôt que de m'épuiser. Je dépense de l'argent pour des expériences qui apportent de la joie plutôt que pour des obligations qui n'apportent que plus d'obligations. J'aime et je suis aimée sans compter les points, sans calculer la valeur, sans mesurer le retour sur investissement émotionnel. La ville à l'extérieur de notre fenêtre poursuit sa danse éternelle de création et de destruction, d'arrivée et de départ, d'espoir et de déception. Mais de l'intérieur de notre petit appartement, entouré de la satisfaction tranquille qui vient du fait d'avoir enfin appris à s'estimer à sa juste valeur, même le chaos de Paris ressemble à une symphonie plutôt qu'à du bruit. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour avoir la vie que l'on mérite, mais il faut être prêt à cesser de se contenter de la vie que les autres pensent que l'on devrait être reconnaissant de recevoir. Il faut être prêt à décevoir les gens qui se sont habitués à votre autosacrifice. Il faut être prêt à donner la priorité à sa propre paix plutôt qu'à la commodité des autres. Plus important encore, il faut être prêt à s'aimer avec le même dévouement que l'on a offert aux autres, même lorsqu'ils ne pouvaient pas apprécier le cadeau que vous leur faisiez. La cave est vide maintenant, vendue avec l'appartement à des étrangers qui ne connaîtront jamais les secrets qu'elle a autrefois renfermés. Mais moi, je ne suis pas vide. Je suis pleine de possibilités, pleine de secondes chances, pleine de ce genre de bonheur qui ne vient pas du service des autres, mais du service de soi-même, avec la même bienveillance que l'on a toujours montrée aux personnes qui avaient besoin de vos soins. Alors que je suis assise ici maintenant, écrivant ces mots un dimanche après-midi tranquille avec Pierre qui lit dans son fauteuil préféré et Hélène attendue pour le dîner, je ne cesse de penser à ce moment dans la cave où j'ai vu pour la première fois ma vie exposée comme une pièce à conviction dans un procès contre moi. Le choc a été accablant, mais la révélation a été libératrice. Pendant tant d'années, j'avais essayé de résoudre une énigme insoluble. Comment faire en sorte que quelqu'un m'aime alors qu'il avait déjà décidé qu'il était incommode de m'aimer? Découvrir la tromperie de Julien m'a libérée de cette équation impossible. Le groupe de parole que j'ai rejoint, ces chaises pliantes dans le sous-sol du centre social qui ne ressemblait en rien à la cave de trahison de Julien, est devenu une bouée de sauvetage dont je ne savais pas que j'avais besoin. Semaine après semaine, nous partagions des histoires qui ressemblaient à des variations sur le même thème déchirant. Des enfants adultes qui avaient appris à voir leurs parents comme des ressources plutôt que comme des personnes méritant respect et affection. Mais nous partagions aussi quelque chose de plus puissant que nos blessures. Nous partagions des stratégies de guérison. Marguerite m'a appris à changer mes serrures, au sens propre comme au figuré. Franck m'a montré comment rechercher des services d'aide juridique. Rose m'a aidé à comprendre que dire non à la manipulation n'était pas la même chose que de renoncer à l'amour. Ensemble, nous avons créé une famille choisie basée sur le soutien mutuel, plutôt que sur l'exploitation, des soins qui allaient dans les deux sens au lieu d'une seule direction. Le cours de poterie est devenu une méditation en mouvement. Il y a quelque chose de profondément curatif à travailler avec de l'argile qui refuse de garder sa forme à moins qu'on ne la manipule avec le juste équilibre de fermeté et de douceur. Mes premières tentatives ont été des désastres, des bols de travers, des vases qui s'effondraient sous leur propre poids, des tasses avec des anses qui se cassaient en séchant. Mais peu à peu, mes mains ont appris le rythme de la création. Le tour est devenu une métaphore de ma vie. J'apprenais à me centrer, à appliquer la pression de manière réfléchie, à savoir quand laisser l'argile me guider et quand guider l'argile. Pierre a été patient avec ma courbe d'apprentissage d'une manière que Julien n'avait jamais été. Quand je lui ai montré mes premières tentatives de poterie, il ne s'est pas concentré sur leurs imperfections ni n'a suggéré des moyens de faire mieux. Il a simplement dit « Regarde comme tu t'amuses. Tes mains savent ce qu'elles font même quand ton esprit n'est pas sûr. » Il a vu l'effort là où d'autres auraient pu voir l'échec. Il a célébré le progrès là où d'autres auraient pu voir l'inadéquation. L'indépendance financière que j'avais reconquise m'a permis de faire des choix que j'avais oublié que j'étais autorisée à faire. Je pouvais remplacer ma télévision vieille de 20 ans sans culpabilité. Je pouvais faire mes courses sans calculer si j'aurais assez de reste pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Je pouvais planifier des vacances sans m'inquiéter de savoir qui pourrait avoir besoin de mes économies pendant mon absence. Pour la première fois depuis des décennies, mon argent m'appartenait vraiment.
Mais l'indépendance émotionnelle était encore plus transformatrice. J'ai arrêté de répondre immédiatement à chaque appel téléphonique, de répondre à chaque SMS en quelques minutes, de me rendre disponible à toute heure pour des problèmes qui n'étaient pas des urgences. J'ai appris à laisser les autres subir les conséquences de leurs propres choix sans me précipiter pour les sauver. J'ai découvert que la plupart des crises urgentes que j'avais passé des années à résoudre s'étaient en quelque sorte résolues d'elles-mêmes lorsque je n'étais pas disponible pour les régler. Le voyage en Irlande avec Pierre a été un pèlerinage que je ne réalisais pas que j'entreprenais. En marchant à travers ces paysages anciens, en visitant des châteaux qui avaient résisté à des siècles de tempêtes, en me tenant sur des falaises qui avaient été témoins de générations de drames humains, j'ai pris du recul sur la nature temporaire de mes propres problèmes. La douleur que Julien m'avait causée était réelle, mais elle n'était pas permanente. L'amour que j'avais gaspillé pour lui pouvait être redirigé vers des personnes qui le chériraient plutôt que de l'exploiter. Dans un petit village près de Dublin, nous avons rencontré une femme âgée nommée Brigitte qui tenait une chambre d'hôte avec sa sœur. Elles ne s'étaient jamais mariées, nous a-t-elle dit, mais elles avaient construit une vie ensemble pleine de sens et de joie. « Les gens pensent que nous avons raté quelque chose », a-t-elle dit avec un rire sans tristesse. « Mais nous pensons que nous avons compris ce qui compte le plus, la bonne compagnie, un travail qui a du sens et la liberté de choisir comment nous passons notre temps. » Elle m'a regardée avec des yeux qui avaient vu assez de la vie pour reconnaître les blessures fraîchement guéries chez les autres. « Il n'est jamais trop tard pour commencer à se faire passer en premier, ma chère. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner si vous cessez de le soutenir. » Ces mots sont restés avec moi pendant le vol de retour vers Paris. J'ai regardé l'océan Atlantique depuis 10 000 mètres d'altitude et j'ai réalisé que je me noyais depuis des années sans reconnaître que le niveau de l'eau montait. La cave de Julien avait été mon inondation personnelle, mais la découvrir m'avait aussi montré où se trouvait la surface. Je respirais à nouveau, je nageais à nouveau, je choisissais à nouveau. La décision de détruire les documents de Julien m'a semblé être une opération chirurgicale sur mon propre passé. Chaque photographie que je jetais aux flammes était un moment de dignité restaurée. Chaque document falsifié que je brûlais était un pas vers la reconquête de mon autonomie. Le feu a consumé 20 ans d'exploitation systématique, mais il ne pouvait pas toucher la force que j'avais découverte en y survivant. Les cendres qui restaient n'étaient pas la preuve de la destruction, mais de la transformation. Les tentatives de Sophie pour renouer le contact m'ont semblé à la fois pitoyables et calculatrices. Elle avait perdu sa source la plus fiable de générosité inconditionnelle et testait si le deuil pouvait me rendre à nouveau vulnérable. Mais j'avais appris à reconnaître la différence entre le remords sincère et le positionnement stratégique. Ses excuses étaient nuancées, ses explications étaient intéressées, et ses promesses venaient avec des conditions implicites qui laissaient tout le pouvoir entre ses mains. Je lui ai souhaité bonne chance, mais je lui ai souhaité bonne chance à une distance qui protégeait ma paix. Les petits-enfants étaient un deuil plus compliqué. Ils avaient ôté des armes dans l'arsenal de manipulation émotionnelle de Julien, mais ils avaient aussi été des victimes innocentes dans une guerre dont ils ignoraient l'existence. Certains ont pris contact avec curiosité à propos de la grand-mère qu'on leur avait appris à voir comme nécessiteuse et intrusive. D'autres semblaient accepter le récit de leurs parents sans poser de questions. J'ai offert de l'amour sans le pourchasser, de la disponibilité sans désespoir, de l'inclusion sans exigence. Les relations qui pouvaient être reconstruites sur des bases plus saines avaient cette possibilité. Celles qui ne le pouvaient pas ont été libérées avec tristesse, mais sans l'autodestruction qui avait caractérisé mon deuil pour Julien. Le centre d'alphabétisation où Hélène et moi faisions du bénévolat offrait un modèle différent d'utilité. Les immigrés que nous aidions à apprendre le français avaient réellement besoin de ce que nous offrions, mais ils nous donnaient aussi quelque chose en retour, des histoires de leur pays d'origine, des perspectives sur la résilience, une gratitude qui semblait plus nourrissante que tous les remerciements que j'avais jamais reçus de Julien. Ces relations étaient réciproques d'une manière qui semblait naturelle plutôt que calculée. Nous les aidions à naviguer dans la bureaucratie française, et ils nous aidaient à comprendre que le renouveau était possible à tout âge, en toutes circonstances. Mon appartement près du canal Saint-Martin est devenu un sanctuaire d'une manière que mon appartement du 13e n'avait jamais été.
Pierre et moi avons créé ensemble des rythmes qui honoraient à la fois la solitude et la compagnie. Nous cuisinions ensemble quand nous nous sentions sociables et séparément quand nous avions besoin de calme. Nous partagions le journal autour d'un café le matin et discutions de livres avant de nous coucher le soir. Nous faisions des promenades quand il faisait beau et trouvions des activités intérieures quand il ne faisait pas beau. Tout était négocié, rien n'était supposé, tout était choisi plutôt qu'obligé. L'art sur nos murs a été sélectionné ensemble, des photographies de nos voyages, des peintures d'artistes locaux, des poteries que j'avais faites en cours. Ce n'étaient pas des symboles de statues coûteux conçus pour impressionner les visiteurs. C'étaient des rappels visuels d'expériences qui nous avaient apporté de la joie, de la créativité qui avaient donné un but à nos mains, de la beauté qui rendait notre environnement quotidien plus agréable. Chaque objet de notre maison avait été choisi parce qu'il contribuait à notre bonheur plutôt qu'à notre image. Les amis qui se réunissaient autour de notre table étaient des gens qui enrichissaient nos vies plutôt que ceux qui drainaient notre énergie. Hélène apportait sa sagesse et son humour. Le frère de Pierre venait de province avec des histoires de son jardin et de ses petits-enfants. Des voisins de notre immeuble passaient pour un café et restaient pour discuter. Mes camarades de poterie venaient pour des dîners participatifs où chacun apportait quelque chose de fait maison. Ce n'étaient pas des relations d'obligation ou de convenance. C'étaient des liens choisis et maintenus par une appréciation mutuelle. Les saisons à Paris ont commencé à me sembler différentes lorsque je ne les mesurais plus au niveau de disponibilité ou d'indisponibilité de Julien. Le printemps n'était plus seulement le moment où il pouvait annuler les projets de Pâques. L'été n'était plus seulement le moment où les vacances de sa famille me rappelleraient mon exclusion. L'automne n'était plus seulement la saison où les frais de scolarité pourraient nécessiter mon intervention financière. L'hiver n'était plus seulement les fêtes que je passerais à espérer être incluse. Chaque saison est devenue une invitation à vivre le monde directement, plutôt que filtrée par l'agenda de quelqu'un d'autre. La ville elle-même a révélé des aspects que je n'avais jamais remarqués pendant mes années de préoccupation anxieuse. Paris avait de la poésie dans sa diversité, des langues parlées à chaque coin de rue, des cuisines de tous les continents disponibles à quelques pas, des voisins de partout qui avaient fait de cet endroit leur foyer, malgré avoir tout laissé derrière eux. J'ai commencé à me voir comme faisant partie de cette communauté de réinvention, plutôt que comme quelqu'un d'isolé par le rejet de sa famille. Mais peut-être que le changement le plus significatif était interne, la qualité de mes propres pensées quand j'étais seule. Pendant des décennies, mon esprit avait été occupé par des préoccupations liées à Julien. Ce dont il pourrait avoir besoin, pourquoi il pourrait être distant, comment je pourrais l'aider, quand il pourrait appeler. L'espace mental qui aurait pu être utilisé pour lire, créer, observer, s'interroger, planifier, avait été détourné par l'inquiétude et la stratégie autour de quelqu'un qui essayait activement de minimiser ma présence dans sa vie. Avec cet espace mental reconquis, j'ai redécouvert des intérêts que j'avais oubliés. Je suis revenue à la lecture de romans pour le plaisir, plutôt que de livres de conseils sur les problèmes parentaux. J'ai commencé à prêter attention à l'actualité au-delà de son impact potentiel sur les affaires de Julien. J'ai commencé à remarquer l'architecture, les conditions météorologiques, les changements saisonniers des arbres devant nos fenêtres. J'ai développé des opinions sur les films, les restaurants, les candidats politiques, qui n'étaient pas façonnés par les préférences ou les réactions probables de Julien. L'argent que j'avais dépensé pour Julien en 20 ans, ce calcul de 135 000 €, aurait pu financer tant d'expériences que je m'étais refusée au service de ses besoins, des vacances que j'avais sacrifiées pour payer l'orthodontie de ses enfants, des vêtements que j'avais refusé d'acheter parce qu'il pourrait avoir besoin d'aide pour des réparations de voiture, des améliorations de la maison que j'avais reportées parce qu'il avait décrit encore une autre urgence financière qui nécessitait mon intervention immédiate. Mais j'ai choisi de ne pas m'attarder sur cette arithmétique de la perte. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur les possibilités qui restaient. À 72 ans, je pourrais avoir 20 bonnes années devant moi. 20 ans de fêtes passées avec des gens qui voulaient ma compagnie. 20 ans d'anniversaires célébrés plutôt que simplement reconnus. 20 ans de conversations sur des sujets qui m'intéressaient plutôt que sur des problèmes que je ne pouvais pas résoudre. 20 ans d'amour donné et reçu sans compter les points. Le cours de poterie est devenu plus qu'un passe-temps. Il est devenu une métaphore de tout ce que j'apprenais sur moi-même.
L'argile répond à la confiance, mais résiste à la force. Elle se façonne magnifiquement sous des mains patientes, mais s'effondre lorsqu'elle est précipitée. Elle se souvient de chaque contact, bon ou mauvais, et incorpore cette mémoire dans sa forme finale. Travailler avec l'argile m'a appris à faire confiance au processus, à accepter l'imperfection comme faisant partie de la beauté, à comprendre que la création exige à la fois une vision et la volonté de laisser les matériaux guider le résultat. Ma relation avec Pierre s'est approfondie alors que nous naviguions dans la logistique de la combinaison de deux vies qui avaient été vécues indépendamment pendant des décennies. Nous avons fusionné des collections de livres qui ont révélé des intérêts communs que nous ne savions pas que nous avions. Nous avons négocié des horaires de salle de bain qui honoraient les rituels matinaux de chacun. Nous avons découvert que nous nous parlions tous les deux en cuisinant mais préférions le silence en lisant. De petits compromis qui semblaient généreux plutôt que sacrificiels. Il m'a fait découvrir le jazz que je n'avais jamais apprécié auparavant et je lui ai fait partager mon amour des films documentaires qu'il n'avait jamais envisagé de regarder. Nous avons trouvé un terrain d'entente dans les musées que nous trouvions tous les deux fascinants, les restaurants qui satisfaisaient nos deux goûts, les quartiers que nous aimions explorer ensemble. Ces découvertes ressemblaient à des cadeaux plutôt qu'à des obligations, des ajouts à nos vies plutôt que des soustractions à notre indépendance. Les changements juridiques que j'ai faits, mettre à jour mon testament, changer les bénéficiaires, supprimer l'accès de Julien à mes comptes, m'ont semblé être des actes d'autoprotection plutôt que de vengeance. Je ne punissais pas Julien à titre posthume. Je m'assurais que les schémas qu'il avait établis ne se poursuivraient pas après sa mort. Mes biens iraient à des œuvres de charité qui me tenaient à cœur, à des amis qui avaient enrichi ma vie, à des causes qui correspondaient à mes valeurs. Mes derniers dons reflèteraient mes priorités authentiques plutôt que des obligations manipulées. Le groupe de parole du centre social m'a finalement diplômée, non pas parce que ma guérison était complète, mais parce que j'avais atteint un point où je pouvais aider les autres à naviguer dans des découvertes similaires concernant leur propre famille. J'ai commencé à animer des sessions pour les nouveaux membres, partageant des stratégies qui avaient fonctionné pour moi, offrant une perspective qui venait du fait d'avoir survécu au choc initial et d'avoir construit une nouvelle vie à partir de ces décombres. Ces conversations ont révélé à quel point mon expérience était courante. Derrière les portes closes à Paris et dans sa banlieue, des parents âgés découvraient que leurs enfants adultes avaient systématiquement exploité leur dévouement. Les méthodes variaient. Certains utilisaient les petits-enfants comme levier émotionnel, d'autres créaient des urgences fictives, nécessitant des renflouements financiers, d'autres encore usaient simplement la résistance de leurs parents par des demandes constantes déguisées en demandes d'aide. Mais le groupe de parole a également révélé à quel point la guérison était possible. Chaque semaine, quelqu'un partageait une petite victoire, une limite maintenue, une manipulation reconnue et refusée, une nouvelle relation construite sur le respect mutuel plutôt que sur une obligation unilatérale. La guérison n'était ni rapide ni facile, mais elle était réelle. Des personnes qui s'étaient senties brisées par la trahison se reconstruisaient en version plus forte et plus sage de ce qu'elles avaient été auparavant. Mon histoire est devenue une ressource pour les autres, non pas parce que mon expérience était unique, mais parce que ma réponse offrait de l'espoir. Si une femme de 70 ans pouvait reconstruire sa vie après avoir découvert des décennies d'exploitation systématique par son propre fils, alors n'importe qui pouvait choisir le respect de soi plutôt que les abus continus. La cave pleine de photos de surveillance et de documents manipulés avait été conçue pour m'emprisonner dans une réalité que je n'avais pas choisie. Au lieu de cela, elle est devenue la clé qui a déverrouillé ma liberté. Les rythmes saisonniers de notre nouvelle vie près du canal Saint-Martin marquaient le temps d'une manière qui semblait paisible plutôt qu'anxieuse. Le printemps signifiait la planification de jardinières pour notre petite terrasse. L'été signifiait des promenades en soirée dans des quartiers que nous découvrions encore. L'automne signifiait des événements culturels qui ne dépendaient pas de la disponibilité des autres. L'hiver signifiait des soirées douillettes, avec des livres et des conversations qui n'avaient pas besoin de s'adapter à l'emploi du temps ou aux préférences de quelqu'un d'autre. Chaque saison apportait des rappels que la vie se déroulait dans le moment présent, pas dans la future réconciliation que j'avais passé des années à espérer, ou dans la relation passée que j'avais passé des années à pleurer. Les cerisiers en fleurs en avril étaient beaux, parce que j'étais là pour les voir.
pas parce que Julien pourrait un jour se joindre à moi pour les apprécier. Les couchers de soleil sur la plage en juillet étaient significatifs parce que Pierre et moi les vivions ensemble, pas parce qu'ils représentaient quelque chose que je ne pouvais pas partager avec mon fils. La communauté que nous avions construite autour de nous semblait organique d'une manière que ma relation avec Julien n'avait jamais été. Les amitiés se sont développées parce que les gens apprécièrent la compagnie les uns des autres, pas parce qu'ils étaient liés par le sang ou l'obligation. Les invitations étaient lancées parce que quelqu'un voulait partager une expérience, pas parce que les calendriers sociaux l'exigeaient. Les conversations coulaient naturellement vers des sujets qui intéressaient toutes les personnes impliquées, pas vers des problèmes qui nécessitaient une solution ou des urgences qui exigeaient une attention immédiate. Hélène est devenue la sœur que je n'avais jamais eue. Quelqu'un dont la vie était parallèle à la mienne, mais restait complètement la sienne. Nous partagions des livres, des recettes, des observations sur le fait de vieillir, mais nous n'attendions pas l'une de l'autre qu'elle résolve des problèmes qui nécessitaient une aide professionnelle ou fournissent des ressources qui dépassaient nos capacités. Notre amitié ajoutait de la richesse à nos deux vies sans créer de fardeau pour l'une ou l'autre. Le travail au centre d'alphabétisation m'a connecté à des objectifs plus vastes que ma propre guérison. Aider les immigrés récents à naviguer dans des systèmes que j'avais appris à comprendre donnait une valeur pratique à mes connaissances. Être témoin de leur détermination à construire de nouvelles vies, malgré les barrières linguistiques et la dislocation culturelle, m'a rappelé que la réinvention n'était pas seulement possible, mais admirable à tout âge. Leur gratitude pour de petits actes d'assistance m'a aidé à comprendre la différence entre l'appréciation et l'exploitation. La présence de Pierre dans ma vie quotidienne a fourni un modèle de compagnie complètement différent de celui que j'avais connu dans mon mariage ou avec Julien. Il n'avait pas besoin que je le complète, ou que je résolve ses problèmes, ou que je gère ses émotions. Il appréciait ma compagnie, valorisait mes opinions, appréciait mes contributions à notre vie commune. Mais son bonheur ne dépendait pas de ma performance en tant que soignante ou financière. Il était entier par lui-même et choisissait de partager cette plénitude avec moi. Nos conversations couvraient des décennies d'expériences que nous avions accumulées avant de nous rencontrer. Il racontait des histoires sur sa carrière dans le génie civil, ses voyages avec sa défunte femme, les leçons apprises en élevant des filles qui respectaient de ses limites tout en maintenant des relations étroites. Je partageais des souvenirs de mes années à élever Julien, de mon temps à travailler au bistrot, de ma prise de conscience progressive que je méritais un meilleur traitement de la part des personnes que j'aimais. Ces conversations n'étaient pas des séances de thérapie ou des échanges de conseils. C'étaient des explorations de deux vies qui avaient rencontré à la fois la joie et la déception, le succès et la perte, l'espoir et la désillusion. Nous apprenions l'un de l'autre sans essayer de nous réparer. Nous nous soutenions sans devenir responsables du bonheur de l'autre. Nous créions ensemble sans sacrifier nos identités individuelles. La sécurité financière que j'avais reconstruite en récupérant les ressources que Julien avait détournées créait des possibilités que j'avais oubliées. De petits luxes comme des fleurs fraîches pour notre table, des ingrédients de qualité pour les repas que nous préparions ensemble, des folies occasionnelles comme des billets de théâtre ou des réservations de concerts. Ce n'étaient pas des extravagances, c'étaient des investissements dans la qualité de la vie quotidienne que je m'étais refusé pendant des années d'économie d'urgence pour les crises fictives des autres. Mais plus important encore, l'indépendance financière offrait une liberté psychologique. Je ne sursautais plus quand le téléphone sonnait, craignant que quelqu'un ait besoin d'argent que je ne pouvais pas donner. Je ne calculais plus le coût de chaque achat par rapport aux demandes d'assistance future potentielles. Je ne me sentais plus coupable de dépenser mes propres ressources pour mon propre bien-être. Mon argent m'appartenait vraiment pour la première fois depuis des décennies. La transformation n'était ni complète ni parfaite. Je ressentais encore parfois des pincements de tristesse à propos de la relation que j'avais espéré avoir avec Julien, du rôle de grand-mère qui m'avait été refusé avec ses enfants, des réunions de famille qui ne m'incluraient jamais. Le deuil ne suit pas de calendrier, ni ne reconnaît les arguments logiques sur les raisons pour lesquelles quelqu'un ne valait pas la peine d'être pleuré. Mais la tristesse était accompagnée d'acceptation plutôt que d'auto-accusation, de perspective plutôt que de désespoir. Certaines nuits, je rêvais de Julien tel qu'il était enfant, enthousiaste, affectueux, fier de ma présence aux événements scolaires et aux matchs de sport.
Ses rêves étaient doux amers, mais pas dévastateurs. Le garçon de mes rêves avait été réel, m'avait aimé sincèrement, avait apprécié mes sacrifices à leur juste valeur. L'homme qui m'avait surveillé et avait documenté mes vulnérabilités avait été la même personne, mais il avait choisi un chemin qui l'éloignait de cet amour précoce. Je pouvais pleurer la perte sans accepter la responsabilité des choix qu'il avait créés. L'appartement que Pierre et moi partagions est devenu un laboratoire pour apprendre comment deux adultes indépendants pouvaient créer une vie ensemble sans que l'un ne disparaisse dans l'arrangement. Nous avons conservé des chambres séparées parce que nous dormions tous les deux mieux seuls. Nous avons gardé des comptes bancaires individuels parce que la transparence financière n'exigeait pas de fusion financière. Nous poursuivions certains loisirs ensemble et d'autres indépendamment parce que la compagnie ne signifiait pas des intérêts identiques. Ces arrangements semblaient révolutionnaires après des décennies à supposer que l'amour signifiait l'autosacrifice, que prendre soin exigeait une disponibilité constante, que l'engagement exigeait l'effacement des préférences individuelles. Pierre et moi nous aimions précisément parce que nous restions pleinement nous-mêmes au sein de la relation. Nous enrichissions la vie de l'autre sans devenir les projets ou les responsabilités de l'autre. Les sessions du groupe de parole que j'ai commencé à animer m'ont autant appris qu'elles ont aidé les autres. Chaque histoire d'exploitation et de guérison révélait de nouveaux aspects de la dynamique que j'avais vécue avec Julien. Chaque stratégie qui fonctionnait pour quelqu'un d'autre s'ajoutait à ma boîte à outils pour maintenir les limites et reconnaître la manipulation. Chaque histoire de succès renforçait ma conviction qu'il était possible de construire des vies satisfaisantes après avoir découvert la trahison de personnes en qui nous avions une confiance totale. La partie la plus encourageante de l'animation de ces groupes était d'être témoin du moment où quelqu'un passait de victime à survivant. Cela se produisait à des vitesses différentes pour différentes personnes, mais la transformation était toujours reconnaissable. Le redressement des épaules, la fermeté de la voix, la volonté de prendre des décisions qui donnaient la priorité à leur propre bien-être, même lorsque ces décisions décevaient les membres de la famille qui s'étaient habitués à leur sacrifice docile. Marguerite a appris à dire à sa fille que les urgences financières nécessitant des virements immédiats devaient être vérifiées avant que l'argent ne puisse être transféré. Franck a commencé à exiger que son fils fournisse des reçus pour les dépenses pour lesquelles il prétendait avoir besoin d'aide. Rose a commencé à passer du temps avec ses petits-enfants dans des lieux publics où leur comportement ne pouvait pas être utilisé pour manipuler ses émotions ou extorquer de l'argent. De petits changements qui ont créé des dynamiques plus saines. Mais les changements les plus significatifs étaient internes. La conviction croissante qu'ils méritaient le respect, la considération, l'honnêteté de la part des personnes qu'ils aimaient. La reconnaissance que le sacrifice sans appréciation devenait de l'exploitation. La compréhension que les relations familiales n'étaient pas exemptes des normes de base de soins et de considération mutuelle. Le courage de choisir leur propre paix plutôt que le confort des autres avec le statu quo. Mon histoire est devenue un modèle, non pas parce qu'elle était extraordinaire, mais parce qu'elle démontrait que la guérison était possible même dans des cas qui semblaient désespérés. Si quelqu'un pouvait reconstruire sa vie après avoir découvert des décennies de surveillance systématique et d'exploitation financière par son propre enfant, alors n'importe qui pouvait choisir le respect de soi plutôt que les abus continus. La cave pleine de preuves avait été conçue pour m'emprisonner dans une dynamique que je n'avais pas choisie. Au lieu de cela, elle était devenue la fondation pour construire quelque chose de complètement nouveau. Les saisons ont poursuivi leur rythme ancien, mais je les vivais différemment maintenant que mon énergie émotionnelle n'était plus consommée par des relations qui exigeaient tout et ne rendaient rien. Le printemps apportait l'anticipation de projets de jardinage et de plans de voyage. L'été offrait de longues soirées sur notre terrasse et des week-ends dans des endroits que nous n'avions pas explorés. L'automne offrait des activités culturelles qui enrichissaient nos esprits. L'hiver créait des environnements douillets pour la lecture, la cuisine et la conversation. Chaque saison était accueillie pour ce qu'elle offrait plutôt que redoutée pour ce qu'elle pourrait exiger. Fini l'anxiété des invitations de vacances qui ne viendraient pas. Fini la course pour fournir une aide financière pour les dépenses saisonnières qui semblèrent se multiplier chaque année. Fini de marcher sur des œufs émotionnels autour des occasions spéciales qui étaient devenues des champs de mines d'attente déçus et d'urgences fabriquées.
La communauté que nous avions construite autour de nous célébrait ces transitions saisonnières avec nous. Des dîners participatifs qui mettaient en valeur les talents culinaires de chacun. Des visites de jardin qui révélaient ce que les voisins avaient accompli dans de petits espaces urbains. Des rassemblements de vacances qui semblaient chaleureux et inclusifs plutôt qu'obligatoires et tendus. Des fêtes du Nouvel An, où tout le monde partageait ses espoirs pour l'année à venir, plutôt que des plaintes sur les 12 derniers mois. Ces célébrations semblaient sincères d'une manière que j'avais presque oubliée possible. Les gens participaient parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils se sentaient piégés par l'obligation familiale. Les contributions étaient offertes librement, pas exigées comme preuve d'amour ou de loyauté. Les conversations coulaient vers des sujets qui intéressaient tout le monde, plutôt que d'être dominées par celui qui avait les problèmes les plus dramatiques ou les besoins les plus urgents. La vie que Pierre et moi avons créée ensemble n'était pas parfaite, mais elle était honnête. Nous étions parfois en désaccord sur les films, les restaurants, les candidats politiques, les destinations de vacances. Mais nos désaccords semblaient sûrs, car aucun de nous n'essayait de contrôler les opinions ou les expériences de l'autre. Nous pouvions avoir des points de vue différents sans que l'un ou l'autre ne se sente menacé ou rejeté. Nous pouvions faire des compromis sans que l'un ou l'autre ne se sente diminué. Cette relation m'a appris ce qui m'avait manqué pendant toutes ces années, à essayer de gagner l'amour par l'autosacrifice. Pierre ne m'aimait pas parce que je résolvais ses problèmes, ou finançais ses urgences, ou me rendais constamment disponible pour ses besoins. Il m'aimait parce qu'il appréciait ma compagnie, valorisait mes perspectives, appréciait la personne que j'étais plutôt que ce que je pouvais fournir. Son affection ne dépendait pas de ma performance en tant que soignante ou financière. L'indépendance financière que j'avais reconquise permettait des choix que j'avais oubliés disponibles. Des week-ends qui ne nécessitèrent pas des mois d'économie. Des repas au restaurant qui n'étaient pas calculés par rapport à des urgences futures potentielles. Des vêtements achetés parce que je les aimais plutôt que parce qu'ils étaient en solde. Des livres achetés neufs plutôt qu'empruntés à la bibliothèque. De petits luxes qui rendèrent la vie quotidienne plus agréable sans nécessiter de grands sacrifices. Mais l'indépendance psychologique était encore plus précieuse. Je ne sursautais plus quand les téléphones sonnaient, inquiète de savoir qui pourrait avoir besoin d'une aide immédiate. Je ne planifiais plus mon emploi du temps autour des urgences potentielles des autres. Je ne me sentais plus coupable de donner la priorité à mon propre bien-être ou de dire non aux demandes qui ne correspondaient pas à mes capacités ou à mes intérêts. Je ne mesurais plus ma valeur à la quantité que je pouvais donner ou à ce que je pouvais endurer. Les cours de poterie continuaient de fournir des métaphores pour tout ce que j'apprenais sur la vie. L'argile forcée dans des formes qu'elle ne pouvait pas tenir s'effondrait ou se fissurait. L'argile autorisée à trouver sa forme naturelle tout en étant guidée par des mains habiles pouvait devenir quelque chose de beau et de fonctionnel. La même chose était vraie des relations, ai-je découvert. Celles qui fonctionnaient étaient basées sur des soins et un respect mutuel, plutôt que sur la force ou la manipulation. Mes pièces se sont améliorées à mesure que j'apprenais à faire confiance au processus, plutôt qu'à essayer de contrôler chaque aspect du résultat. Des bols qui n'étaient pas des cercles parfaits contenaient magnifiquement la soupe. Des vases avec de légères asymétries présentaient gracieusement les fleurs. Des tasses avec des anses qui n'étaient pas exactement centrées étaient toujours confortables à tenir. La perfection n'était pas requise pour la fonctionnalité ou la beauté. La même chose était vraie de la vie, des relations et du processus de guérison de la trahison. Le travail au centre social s'est développé à mesure que je devenais plus confiante dans ma capacité à aider les autres à naviguer dans des découvertes similaires concernant leur famille. La maltraitance des aînés par les enfants adultes était bien plus courante que quiconque voulait l'admettre, mais elle était aussi loin d'être sans espoir. Chaque semaine apportait de nouvelles histoires de personnes qui avaient retrouvé le courage de changer des dynamiques qui leur nuisaient depuis des années. De petites victoires qui s'additionnaient pour transformer des vies. Les ressources juridiques disponibles pour les aînés exploités par des membres de leur famille étaient plus étendues que la plupart des gens ne le réalisaient. Des assistantes sociales spécialisées dans la maltraitance des personnes âgées, des avocats offrant des consultations gratuites sur l'exploitation financière, des groupes de parole dans chaque arrondissement pour les personnes confrontées à des situations similaires. Personne n'avait à naviguer seul dans ces découvertes
ou à accepter les mauvais traitements continus comme inévitables. Mais la ressource la plus importante était interne. La conviction croissante que tout le monde méritait d'être traité avec respect et considération par les personnes qu'il aimait. Les relations familiales n'étaient pas exemptes des normes de base de soins mutuels. Les liens du sang ne donnaient pas licence à l'exploitation ou à la manipulation. L'amour qui exigeait un sacrifice de soi constant n'était pas du tout de l'amour. C'était une transaction déguisée en affection. Les amis que nous avions rassemblés autour de nous comprenaient intuitivement ces principes. Hélène avait élevé 5 enfants qui respectèrent ses limites tout en maintenant des relations étroites. Les filles de Pierre appelaient régulièrement, mais ne faisaient pas de demandes qui dépassaient ses ressources ou sa capacité émotionnelle. Nos camarades de poterie partageaient leur parcours créatif sans attendre des autres qu'ils résolvent leurs problèmes artistiques. Nos voisins offraient de l'aide en cas d'urgence sans compter les points ni attendre une aide réciproque. Ces relations fournissaient des exemples de ce qui était possible lorsque les gens interagissaient à partir de positions de respect mutuel plutôt que d'exploitation. Des soins qui allaient dans les deux sens. Un soutien offert librement plutôt qu'exigé comme preuve d'amour. Des limites qui étaient honorées plutôt que constamment testées. Une appréciation qui était exprimée plutôt que supposée. Les rythmes saisonniers de notre vie près du canal Saint-Martin fournissaient une structure sans rigidité. Le ménage de printemps qui faisait de la place pour de nouvelles expériences. Les aventures estivales qui créaient des souvenirs précieux. Les préparatifs d'automne qui reconnaissaient le passage du temps sans le redouter. Les réflexions hivernales qui honoraient à la fois la croissance et la perte. Chaque saison apportait ses cadeaux sans exiger des taxes émotionnelles que nous ne pouvions pas nous permettre. La table de la salle à manger où nous partagions des repas avec des amis est devenue un symbole de tout ce que j'avais appris sur la différence entre les relations nourrissantes et épuisantes. De la nourriture préparée avec soin et partagée avec appréciation. Des conversations qui amélioraient dans la compréhension de chacun plutôt que de drainer l'énergie de quiconque. Des rires qui naissaient naturellement d'un plaisir sincère plutôt que d'être forcés pour couvrir des tensions inconfortables. Ces dîners ressemblaient à des célébrations de ce qui était possible lorsque les gens se rassemblaient par choix plutôt que par obligation. Tout le monde contribuait quelque chose, de la nourriture, du vin, des histoires, de l'attention. Mais personne ne tenait le compte de qui donnait quoi ou si les échanges étaient parfaitement équilibrés. L'abondance venait de la volonté de chacun de participer généreusement plutôt que défensivement. Les livres que je lisais, les films que nous regardions, les endroits que nous visitions, étaient choisis parce qu'ils nous intéressaient, plutôt que parce qu'ils pourraient impressionner les autres, ou résoudre des problèmes, ou servir des objectifs au-delà de notre propre plaisir. Cela semblait révolutionnaire après des décennies à consommer la culture principalement comme une évasion ou une préparation à des dynamiques familiales difficiles. Le divertissement est devenu véritablement divertissant plutôt qu'une nécessité thérapeutique. L'argent que je dépensais pour ces expériences était autrefois allé aux urgences fictives et aux crises fabriquées de Julien. Des billets de théâtre au lieu de réparation de voitures que l'assurance avait en fait couvertes. Des week-ends au lieu des dépenses des petits-enfants que leurs parents pouvaient se permettre. Des fournitures d'art au lieu de factures médicales qui avaient été grandement exagérées. Mes ressources servaient enfin mon propre bien-être, plutôt que la manipulation de quelqu'un d'autre. Mais la transformation ne concernait pas seulement l'argent, le temps ou l'énergie, il s'agissait de la reconnaissance fondamentale que je méritais des soins, de la considération et du respect, surtout de ma part. La voix dans ma tête qui avait passé des décennies à critiquer mes insuffisances en tant que mère a commencé à se taire, remplacée par la curiosité de mes possibilités en tant que personne à part entière. L'anxiété qui avait assombri la plupart de mes décisions a commencé à se dissiper, révélant une clarté sur ce qui comptait vraiment pour moi. La vie que je construisais avec Pierre et la communauté que nous avions créée autour de nous n'étaient pas parfaites, mais elle était authentique. Des problèmes survenaient et étaient traités honnêtement plutôt que d'être niés ou imputés à d'autres personnes. Des désaccords se produisaient et étaient résolus par la communication plutôt que par la manipulation. Les besoins étaient exprimés clairement plutôt que d'être déguisés en urgence, nécessitant un sacrifice de soi immédiat de la part des autres. Cette approche des relations m'a semblé étrangère au début, après des décennies de dynamique familiale basée sur la gestion de crise et la manipulation par la culpabilité.
mais elle est rapidement devenue naturelle, voire addictive. Le soulagement de savoir que les gens pensaient ce qu'ils disaient, voulaient ce qu'ils demandaient, appréciaient ce qu'ils recevaient, était profond. L'absence d'agenda caché et d'arrière-pensée créait un espace pour une connexion authentique et un soutien mutuel. Les transitions saisonnières me rappelèrent que le changement était naturel, inévitable et souvent bénéfique. Les feuilles d'automne qui tombaient n'étaient pas une tragédie. C'était une préparation au repos hivernal et au renouveau printanier. Ma relation avec Julien avait pris fin non pas parce que j'avais échoué en tant que mère, mais parce qu'il avait choisi un chemin qui l'éloignait de l'amour que j'avais offert. Le deuil était réel, mais la liberté qui découlait de l'acceptation de ce que je ne pouvais ni contrôler ni changer l'était aussi. La vue de la fenêtre de notre appartement montrait une ville pleine de gens naviguant dans leurs propres relations compliquées avec la famille, l'argent, l'obligation et l'indépendance. Les lumières dans les autres fenêtres représentaient des vies vécues avec divers degrés de satisfaction et d'authenticité. Certaines personnes découvraient probablement des trahisons similaires à ce que j'avais trouvé dans la cave de Julien. D'autres construisaient probablement le genre de relation que Pierre et moi avions créées ensemble. Nous étions tous en train de comprendre comment aimer et être aimés sans nous perdre dans le processus. L'histoire que je raconte n'est pas unique. Trop de gens ont vécu une version de l'exploitation déguisée en loyauté familiale. Mais c'est une histoire de guérison, de reconstruction, d'apprentissage qu'il est possible de retrouver sa dignité et de créer de la joie même après avoir découvert que quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale avait systématiquement violé cette confiance. La cave pleine de photos de surveillance et de documents manipulés avait été conçue pour m'emprisonner. Au lieu de cela, elle est devenue la preuve qui m'a libérée. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un que vous aimiez avait systématiquement exploité votre dévouement? Avez-vous déjà trouvé la preuve que votre sacrifice était catalogué plutôt qu'apprécié? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette histoire a touché quelque chose dans votre cœur, si vous voyez votre propre parcours reflété dans le mien, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Votre soutien m'aide à continuer d'ouvrir mon cœur et de partager ces vérités que trop d'entre nous portons en silence. Parfois, la libération la plus importante est d'apprendre que vous n'avez pas à mériter l'amour que vous méritez. Vous devez juste cesser d'accepter moins que ce que vous valez.